Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'AIE donc dans le cadre des Universités Afrique. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle session qui va être consacrée aux énergies renouvelables et on a la chance d'avoir mon collègue François Briens de l'équipe de la division des énergies renouvelables qui va nous présenter le dernier rapport en date de l'AIE sur l'ensemble des énergies renouvelables. Donc avant de rentrer directement dans les conclusions de ce rapport, petite mise en contexte sur ce qui nous rassemble aujourd'hui, ce que sont donc ces webinaires AIE Université Afrique. Et avant ça, même un mot sur l'AIE, puisque peut-être que tout le monde dans la salle aujourd'hui n'est pas très familier avec notre organisation. Donc l'AIE, c'est une institution intergouvernementale qui a été créée il y a à peu près 50 ans à l'issue du premier choc pétrolier au sein des pays OCDE avec un mandat très fort sur la sécurité énergétique et notamment pétrolière. Mais depuis, l'agence a énormément évolué puisque nous traitons de toutes les énergies, de toutes les technologies, que nous travaillons de plus en plus sur les questions liées à la transition énergétique et au climat, notamment cette année cruciale avec la COP26, et que nous travaillons également sur l'ensemble des régions du monde, et notamment de plus en plus sur l'Afrique. Alors notamment, il y a un programme de renforcement des capacités qui est développé avec le soutien de l'Union européenne et qui s'adresse à 10 pays d'Afrique subsaharienne en particulier, donc notamment parmi les pays francophones, le Sénégal, le Bénin et la RDC. Et donc je salue tous les participants de ce pays qui sont là aujourd'hui, mais on est également ravis d'ouvrir ces webinaires mensuels à des experts de l'énergie issus d'autres pays de la région. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a également des personnes qui viennent d'autres pays africains. Dans le cadre de ce programme, on a donc des cours en ligne euh, assez techniques sur les statistiques et sur la modélisation énergétique, mais on a également des activités plus régulières comme ces webinaires et d'autres activités dont ce sera ravi de vous parler encore à l'avenir. Je vous invite déjà à noter la date du prochain webinaire qui aura lieu dans un mois. On va essayer de garder le premier jeudi du mois pour ces webinaires et on parlera des marchés du pétrole et du rapport 2021 qui sera publié par l'AIE sur ce sujet. Enfin, je vous rappelle que pour avoir toutes les informations, on a donc des groupes WhatsApp et une communauté LinkedIn et on vous invite à les rejoindre. Si vous n'avez pas les informations, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'issue du webinaire. Alors, quelques mots sur les énergies renouvelables en Afrique, toujours en partant de l'idée que c'est en travaillant sur les statistiques et donc sur la partie historique, comprendre les tendances passées, comprendre la situation actuelle, que l'on peut essayer d'anticiper les tendances futures et que l'on peut essayer de bâtir des modèles et notamment de voir les évolutions à long terme. Donc là, sur cette diapo, vous voyez la demande en énergie primaire totale de l'Afrique subsaharienne, dont on a retiré l'Afrique du Sud. Et donc, comme vous le savez certainement, le mix énergétique d'Afrique subsaharienne est largement dominé par la biomasse. On a également une part importante du pétrole pour le transport notamment, mais on voit aussi, et c'est la barre bleu foncé, une part des renouvelables qui n'est pas négligeable, mais surtout qui, en 2020, a augmenté alors que la demande totale en énergie a diminué. On a eu un plus 3% de la part renouvelable, alors que la demande totale en énergie a baissé de 1%. Et en Afrique, cette part des renouvelables, elle est principalement constituée des énergies renouvelables pour la génération d'électricité. Et donc, si on regarde plus précisément l'électricité, aujourd'hui en Afrique, les renouvelables représentent 40% de la capacité installée, mais 60% de la génération électrique. Donc, ça fait un petit peu moins de 150 TWh d'électricité renouvelable qui sont produites sur ce périmètre d'Afrique subsaharienne sur l'Afrique du Sud. Et l'immense majorité provient de l'hydroélectricité, mais on a également d'autres sources, notamment la géothermie, notamment l'éolien, notamment le solaire photovoltaïque. Alors, comme on en a parlé dans les formations, on peut essayer, connaissant la situation actuelle et les tendances passées, de voir comment le mix énergétique pourrait évoluer à moyen terme ou à long terme. Et si on regarde un horizon de 2040, à l'AIE, donc on bâtit différents scénarios. Un scénario STEPS, qui sont des politiques annoncées, où là, on voit que la part des renouvelables serait multipliée
par 5, avec une demande totale en énergie qui augmente. Mais dans le scénario SDS, donc Sustainable Development Scenario, ou scénario de développement durable, on a finalement une part des renouvelables qui augmente beaucoup plus, elle est multipliée par 7, alors que la demande en énergie primaire, elle, diminue de 10%. Ça, c'est dû à des gains très importants en efficacité, au fait que les populations consomment moins de manière traditionnelle de biomasse. Et ce scénario développement durable, qu'est-ce qu'il permet? En fait, il répond à la question il répond à l'objectif d'atteindre l'accès universel à l'électricité et à la cuisson propre, tout en limitant les impacts environnementaux et en limitant les émissions. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu en perspective sur des choses dont on a pu discuter sur les formations, l'importance des statistiques historiques et les hypothèses que l'on peut faire pour voir quels seraient les futurs possibles des mix énergétiques en Afrique selon différents scénarios. Voilà, je m'arrête là pour cette partie introductive. Et donc, je passe la parole à François en te remerciant à nouveau de ton temps pour nous présenter ce rapport Énergie renouvelable 2020. Bonjour à tous, bien, merci beaucoup Arnaud pour ton introduction. Donc voilà, je vais vous présenter ce rapport renouvelable 2020 qui a été publié en octobre ou novembre, je ne sais plus, de l'année dernière. Les quelques chiffres que tu as montrés au début sont probablement un petit peu plus récents que les miens, donc il y a quelques corrections à faire puisque nous avions des estimations de fin d'année, mais globalement les grandes tendances sont toujours valables et c'est celle que je vais essayer de vous présenter dans le temps qui reste. Alors, je vais commencer un peu par situer un petit peu la situation en 2020, le contexte extrêmement particulier de la crise du Covid et son impact sur le secteur énergie, avec une évolution de la demande d'énergie, de la production d'énergie renouvelable assez inhabituelle. On a eu en 2020 une baisse de la consommation totale d'énergie d'un peu plus de 2% dans les chiffres, de la consommation de chaleur d'environ 3% et de la consommation d'énergie pour le transport d'un peu plus d'environ 10%. Alors, la demande mondiale d'énergie au total a décru d'environ 5% du fait des restrictions, des confinements, des arrêts de production. Mais la consommation d'énergie renouvelable, elle, a fait preuve d'une certaine forme de résilience, alors que la consommation totale d'énergie décroissait, la consommation d'énergie renouvelable a augmenté d'environ 1%, grâce en particulier à la croissance de la production d'électricité renouvelable, qui a compensé la baisse de consommation de bioénergie dans l'industrie et les transports. Donc le secteur de l'électricité est vraiment celui qui a tiré le secteur des renouvelables à la hausse en 2020. Voilà. Alors, dans ce qui va suivre, je vais commencer par aborder un petit peu plus en détail ce qui s'est passé dans le secteur des transports. Ensuite, je bascule un petit peu sur le secteur de la chaleur. Et ensuite, le plus gros de la présentation va plutôt porter sur le secteur de l'électricité. Et je vais présenter donc d'abord au niveau global les grands changements qui ont lieu. Puis ensuite, je vais rentrer dans le détail un peu régional des principales régions. On abordera les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, et ensuite le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que l'Afrique subsaharienne, dans lesquelles on rentrera un petit peu plus dans le détail. Voilà le programme de cette présentation. Alors, pour commencer, pour le secteur du transport, alors ce qui est particulièrement notable, c'est qu'on avait en 2020, on a eu en 2020 une année particulièrement difficile pour le secteur des agrocarburants. On estime que la production a chuté de près de 10%. C'est la première fois que la production d'agrocarburants décroît depuis 2 décennies. En 2019, on avait une année record avec 162 milliards de litres de production. Et en 2020, on a une légère croissance sur quelques marchés, notamment le biodiesel en Indonésie, mais cette croissance est largement compensée par une forte baisse sur les autres marchés à cause principalement d'une réduction de la demande. On
on a à peu près 10% de réduction de la demande en essence, 6% de réduction de la demande en diesel. Et puis, en plus de cette réduction de la demande, il y a aussi des effets prix qui se cumulent avec la chute du cours du pétrole qui est liée à cette réduction de la demande et qui fait que le pétrole devient plus compétitif en termes de coûts par rapport aux agrocarburants, ce qui fait que ça pénalise la demande en agrocarburants. Alors, notamment, on peut voir que dans les différents pays, au niveau des différents pays, on a aux États-Unis moins 12% de production d'agrocarburants qui est liée donc essentiellement à la réduction de la demande d'essence. Au Brésil, on a à peu près moins 16, moins 17% de production d'agrocarburants, alors que la demande d'essence décroît que de 8%. Donc, c'est lié d'une part au faible prix du pétrole qui rend les agrocarburants moins compétitifs à la pompe, et d'autre part aussi au fait que l'industrie s'est orientée davantage vers la production de sucre que de bioéthanol, qui était moins attractive à ce moment-là, puisque les prix, la production ne pouvait pas être valorisée à un coût très intéressant. Et puis, l'Union européenne, moins 13, moins 14% de production, qui est liée à la réduction de la consommation de diesel en grande partie. Voilà. Et du coup, ce qui fait qu'au final, on estime que la production totale d'agrocarburants au niveau mondial a chuté d'environ 11%. Alors, je crois que les nouveaux chiffres, c'est un petit peu moins. Les nouveaux chiffres disent que je crois que c'est autour de 9% dans les derniers chiffres. Voilà. Bref, ça s'établissait aux alentours de 150 milliards de litres peut-être en 2020. Voilà. Alors maintenant, à quoi s'attend-on pour les années à venir? Eh bien, dans notre rapport, on anticipe un retour de la demande en 2021. On a anticipé d'ailleurs, puisque d'après les analyses un petit peu plus récentes que vous pouvez peut-être trouver dans le dernier Oil Market Report de l'AIE, ce serait donc le retour serait plutôt pour fin 2021, voire 2022. Alors, de 2023 à 2025, on s'attend à une production globale d'environ 180 milliards de litres par an en moyenne. Le gros de la croissance viendrait en fait de la Chine et du Brésil, avec surtout du bioéthanol, mais aussi avec du biodiesel et de l'huile végétale hydrotraitée aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. On s'attend à ce que les agrocarburants représentent environ 5,5% de la demande d'énergie pour les transports routiers en 2025 contre 4,8% en 2019. Voilà. Alors maintenant, je vais passer un petit peu sur la chaleur, les usages de la chaleur. Alors, en ce qui concerne la chaleur, je vais vous reposer un petit peu le contexte rapidement. La chaleur, c'est le plus gros usage final d'énergie au niveau mondial. Ça représente la moitié de la consommation finale d'énergie. Alors actuellement, le secteur de la chaleur est dominé par l'utilisation d'énergie fossile, très largement. Le secteur de la chaleur représente 40% du total des émissions de CO2 liées à l'énergie au niveau mondial. Les usages dits traditionnels de biomasse, qui sont en fait des usages de très faible efficacité énergétique, avec souvent de la combustion en foyer ouvert, etc., et qui génèrent des impacts sociaux, environnementaux, sanitaires très importants, représentent encore près de 12% de l'approvisionnement mondial en énergie pour les usages de chaleur. Et ils sont surtout concentrés en Afrique subsaharienne et en Asie, notamment Asie centrale, du Sud et de l'Est. Alors, les progrès en matière de chaleur renouvelable au cours des dernières années ont été très lents. La part des renouvelables dans la chaleur n'a augmenté que 2 points de pourcentage au cours des 10 dernières années et elle est inférieure à 11% en 2020. Donc, le principal vecteur de croissance de la chaleur renouvelable au cours des 10 dernières années, c'était l'électricité d'origine renouvelable qui est en fait utilisée surtout pour des ballons d'eau chaude électrique ou des pompes à chaleur, donc plutôt dans le domaine du bâtiment. Voilà pour le contexte actuel. Alors, pour les années à venir, on s'attend à une croissance, toujours dans le domaine de la chaleur, on s'attend à une croissance d'environ 20% de la consommation de chaleur renouvelable d'ici 2025, essentiellement dans le secteur du bâtiment. Les utilisations dites modernes de la bioénergie et l'électricité renouvelable pour la chaleur vont représenter le gros de la croissance attendue, mais on peut aussi s'attendre à une contribution notable du solaire thermique qui pourrait croître de 40% entre 2020 et 2025. Alors, en ce qui concerne la bioénergie, ce qui est assez notable, c'est qu'on s'attend à un développement des foyers améliorés en Afrique et en Inde, qui donc permettrait l'accès à un plus grand nombre à des modes de cuisson propres. Alors, je précise aussi qu'il y a une source d'énergie qui n'est pas présentée sur cette figure, c'est la chaleur ambiante qui est capturée par les pompes à chaleur. Ça n'apparaît pas parce qu'on a un certain manque de données au niveau global, au niveau mondial, mais ça représente une source d'énergie de plus en plus significative avec le développement des pompes à chaleur, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Voilà. Alors,
malgré cette croissance de 20% d'ici 2025, on s'attend à ce que les renouvelables ne représentent que 12% des usages de chaleur à la fin de la période, parce que la demande industrielle croît en parallèle, ce qui signifie au final que la consommation de chaleur non renouvelable augmente aussi, et ce qui signifie qu'il n'y aura pas de baisse significative d'émissions de gaz à effet de serre pour ce secteur qui est anticipé pour le moment. Donc, c'est assez problématique. Voilà, alors maintenant, pardon, je vais aussi rentrer un petit peu plus dans le détail sur le solaire thermique. Voilà les prévisions, voilà les prévisions qu'on a pour les 2-3 prochaines années. En gros, la consommation solaire thermique a cru de 4% en 2020, malgré le contexte sanitaire qui était pourtant pas très favorable, avec un frein à certaines installations, etc. Et la consommation solaire thermique mondiale devrait s'accélérer encore en 2021 en 2022. Alors la Chine, qui est de loin le pays qui a développé le plus fortement le solaire thermique, reste en tête, ça représente 70% des capacités des nouvelles capacités installées, malgré le fait que son marché intérieur est en déclin, parce que les systèmes résidentiels de solaire thermique commencent à faire face à la concurrence des pompes à chaleur d'une part, mais aussi du solaire photovoltaïque, parce qu'il y a une certaine forme de compétition pour l'utilisation de l'espace des toits pour les systèmes. C'est-à-dire que les gens vont parfois préférer installer des systèmes photovoltaïques plutôt que du solaire thermique, ce qui fait que le solaire thermique ne se développe plus aussi vite qu'au cours des dernières années. Où le marché de l'immobilier, d'ailleurs, était en forte croissance et du coup accélérer aussi ce développement. Alors, ce qu'on note aussi d'assez important, c'est au niveau du Moyen-Orient, où il y a une croissance relative qui est particulièrement importante. On attend une croissance particulièrement forte d'ici 2022. Voilà. Alors maintenant, je passe au domaine de l'électricité renouvelable. Alors, d'ici 2022, déjà on va commencer sur 2020. Alors les ajouts de nouvelles capacités renouvelables vont croître en 2020, ont cru d'ailleurs en 2020 malgré la crise du Covid. Les ajouts de nouvelles capacités vont augmenter encore plus fort en 2021, de l'ordre de 10%, d'après nos estimations. Ce rythme de croissance est le rythme le plus rapide observé depuis 2015. Mais par contre, à partir de 2022, on a de fortes incertitudes sur le futur de cette croissance du domaine des énergies renouvelables pour l'électricité, en raison de la fin de certains dispositifs d'aide de soutien au développement de la filière renouvelable électrique. Alors, ce qu'on voit aussi sur ce graphe, c'est que le solaire représente plus de la moitié de la puissance installée d'ici 2022, et notamment du fait de la forte baisse des coûts de l'électricité solaire qu'on a pu observer au cours des dernières années. Alors, quelque chose qui est très notable également, c'est l'attrait des énergies renouvelables qui reste encore très fort pour les investisseurs, malgré une période assez peu propice aux investissements et assez incertaine. Si on regarde par exemple l'ensemble des sociétés cotées en bourse et que l'on compare les sociétés éoliennes et solaires photovoltaïques par rapport aux autres sociétés, on voit que leur performance en bourse a été largement supérieure à la moyenne des marchés. Et donc, c'est aussi ça c'est un indicateur de l'attrait que ça représente pour les investisseurs. Voilà. Alors, ça, sur le graphe de droite, ce sont l'ensemble des capacités renouvelables octroyées par appel d'offres. Et on peut voir aussi que les appels d'offres de capacité ont atteint des records en 2020 par rapport en 2019, avec la Chine, l'Inde et l'Europe qui sont en tête des nouvelles capacités octroyées par appel d'offres. Voilà. Autre point, l'éolien et le photovoltaïque commencent à se développer aussi en dehors des dispositifs de soutien habituels. C'est-à-dire qu'on a des appels d'offres et des tarifs fixés administrativement qui sont à l'origine de 70% de la croissance attendue sur 2020-2025. Le tarif fixé administrativement, c'est surtout en Chine d'ailleurs. Mais
il y a aussi, grâce à la baisse des coûts du solaire photovoltaïque notamment, mais c'est aussi de l'éolien, les contrats privés d'achat d'électricité développent, les centrales commerciales et les projets qui combinent plusieurs types de rémunération deviennent aussi un petit peu plus nombreux et pourraient représenter jusqu'à 15% de la croissance. Donc, c'est des formes de rémunération qui commencent à émerger de façon de plus en plus significative. Voilà. Et alors, d'ici 2025, on s'attend à de gros changements dans le paysage électrique mondial, avec la capacité installée combinée de l'éolien et du solaire photovoltaïque qui devrait dépasser celle du gaz naturel en 2023 et celle du charbon en 2024. Donc, les énergies renouvelables deviennent au final en 2025 la plus grande source de production d'électricité dans nos scénarios, plus importante encore que la consommation de charbon à l'heure actuelle. Et en 2025. Voilà. Alors, je vais rentrer maintenant dans un détail un petit peu plus régional. Alors, je vais survoler les grandes régions. Donc en Chine, ce qui se passe, c'est que la fin des dispositifs de subvention va impacter le rythme de développement des puissances installées. On s'attend on constate une suppression progressive des subventions pour l'éolien et le photovoltaïque en Chine, qui entraîne un rush en 2020, suivi d'un creux en 2020-2021. Et par la suite, la croissance est assez incertaine puisqu'elle va dépendre de l'implémentation ou non de nouvelles politiques de soutien qui seraient susceptibles de relancer cette dynamique de développement des dernières années. Et, voilà. Alors, au niveau des États-Unis, les politiques publiques ont favorisé une croissance record ces dernières années, mais les subventions se tendent maintenant à disparaître et de nouveaux schémas de rémunération se développent. Donc, on peut voir par exemple sur le graphe de gauche, en 2021-2022, il y a excusez-moi. Oui, voilà. Donc en 2020, une croissance record des renouvelables aux États-Unis grâce à des politiques de soutien. La crise sanitaire, en fait, a assez peu impacté le marché de l'éolien. Et après un deuxième trimestre, pourtant, qui était impacté par les restrictions, le solaire photovoltaïque a particulièrement bondi au troisième trimestre. Alors, ce qui est assez intéressant pour les États-Unis, c'est que là, on est un petit peu à un carrefour avec une diminution des aides fédérales, notamment le crédit d'impôt pour l'investissement. Ce que vous voyez, c'est le ITC, c'est Investment Tax Credit sur le schéma, et les crédits d'impôt pour la production aussi, le PTC, Production Tax Credit, pour les renouvelables, qui constitue jusqu'à présent une incitation majeure. Alors, le PTC devrait se finir à peu près en 2020 s'il n'y a pas d'extension, et le ITC pour les systèmes PV résidentiels en 2022, tandis que les aides pour les installations commerciales et pour les grands énergéticiens sont aussi réduites à 10% de leur valeur en 2022. Donc une forte baisse quand même de ces incitations-là. Mais ce que l'on observe sur le graphe de droite, c'est que la baisse des coûts des technologies du développement et des coûts de développement de projets a aussi permis l'émergence de nouveaux schémas de rémunération, avec notamment les Renewables Portfolio Standards. Ce sont des normes obligatoires d'électricité renouvelable qui existent à l'échelle des États, des State RPS, on dit, qui incitent les énergéticiens à incorporer des renouvelables dans leur mix. Et ça favorise beaucoup les investissements ainsi que l'activité de producteurs indépendants. Alors, les États intègrent aussi l'éolien offshore dans le plan de décarbonisation, ce qui facilite le développement du secteur. Et puis, les entreprises aussi se mettent à utiliser de plus en plus des contrats d'achat d'électricité pour pouvoir accroître la part de renouvelables dans leur fourniture et essayer de diminuer leur coût aussi, ce qui offre de la visibilité au projet en termes de rentabilité. Et au cours des 2 dernières années, les contrats d'achat d'électricité représentaient plus de 22 gigawatts de puissance au total pour l'éolien et le PV. Et puis, il y a aussi un développement du côté consommateur individuel aux États-Unis avec la baisse des prix, plus le schéma aussi de net metering, de revente net des excédents nets d'énergie produits, et qui fait que les projets sont financièrement intéressants pour les ménages aussi. Voilà. Alors en Europe, maintenant, donc en 2020, on observe une légère contraction due aux échéances pour due aux échéances pour la mise en service de projets éoliens et PV en Espagne en 2019, qui ont fait que les projets se sont dépêchés de se mettre en place en 2019. Et puis ensuite, il y a eu un creux dans la liste des projets éoliens offshore, qui fait qu'on observe un petit creux en 2021.
Mais en 2021 et en 2022, on attend que la croissance reparte et dépasse le niveau de 2019. Et en 2023-2025, les nouvelles capacités installées, on tourne à une moyenne d'environ 45 gigawatts par an en moyenne, ce qui est un record, grâce notamment à la révision à la hausse des objectifs pour 2020. Alors, l'Allemagne reste le marché avec la plus forte croissance, suivi par la France, l'Espagne, le Pays-Bas et ensuite la Turquie. Par contre, il y a un certain nombre de challenges, de défis à surmonter encore. Alors, notamment des incertitudes sur le secteur du diffus. Il y a des incertitudes sur la rémunération des grands projets pour le secteur commercial en Allemagne et en France. Il y a des incertitudes aussi long terme sur le développement des marchés et les priorités aussi des consommateurs si la crise dure. Et quant à l'éolien offshore, on a aussi quelques problèmes d'opposition locale, des difficultés d'obtention de permis et aussi des contraintes réseau, aussi de raccordement au réseau, etc., qui peuvent potentiellement freiner le développement. Et si l'ensemble de ces obstacles potentiels est levé, alors on pense qu'on peut tabler sur un scénario avec une croissance 30% plus importante pour cette région. Alors en Inde, le solaire PV et l'éolien ont subi un coup dur en 2020 avec la crise, mais la reprise est plutôt en bonne voie pour 2021, 2022 et aussi après. Il y a eu pas mal de retard donc en 2020 sur la chaîne de fabrication, d'approvisionnement, etc. Donc, on a une diminution de 30% au niveau des ajouts de photovoltaïque et 60% de l'éolien. Et la reprise du secteur de la construction devrait permettre de tirer la croissance et entraîner un rebond en 2021 avec des appels d'offres aussi qui devraient prendre ensuite le relais et permettre une croissance régulière jusqu'en 2025. Voilà, on voit sur la figure de droite les appels d'offres en Inde. Voilà. Alors, maintenant, on arrive sur la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, MENA, avec une croissance attendue pour 2020-2025 qui est 3 fois supérieure à celle observée au cours des 5 années précédentes, donc vraiment une grosse accélération de la croissance, avec le photovoltaïque qui représente plus de 70% de la puissance nouvellement installée entre 2020 et 2025. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les pays qui sont actuellement les pays exportateurs nets d'énergie représentent une part croissante de ces nouvelles capacités installées. Et puis au niveau des modes de financement, la baisse des coûts favorisée par les appels d'offres compétitifs, qui représentent 80% des nouvelles capacités sur la période, constitue vraiment un facteur important. Alors, on peut aussi noter que l'éolien se développe avec une diversité de schémas de rémunération. Et puis, au niveau de l'énergie hydraulique dans la région, c'est surtout des steps réalisés à Israël. Et sinon, le Maroc et les Émirats arabes unis aussi font des efforts pour intégrer des parts croissantes de renouvelables dans leur mix énergétique, dont on peut voir un petit peu l'impact sur le mix global. Voilà. Alors, si on passe maintenant plus en détail sur l'éolien dans la région Moyen-Orient, Afrique du Nord. Donc les ajouts de capacité annuelle de l'éolienne sont représentés en dessous. On voit que l'Égypte, le Maroc et l'Arabie Saoudite représentent les 3/4 de la croissance entre 2020 et 2025, avec, grâce à des contrats spontanés, des appels d'offres concurrentiels et aussi des grands projets utility scale, donc des grands projets d'énergéticiens. Voilà. Alors, j'arrive maintenant sur l'Afrique subsaharienne. Alors, ce que l'on constate pour l'Afrique subsaharienne, c'est que la crise du Covid-19 a ralenti le développement de projets en raison de fermetures d'usines, notamment en Afrique du Sud, ou alors en raison aussi de restrictions d'échanges internationaux, des limites d'export, d'import aux frontières, etc. Mais la construction des projets s'est poursuivie après la première vague. Et la crise de Covid-19 a présenté quelques défis, mais en fait, les problèmes qui se poseront sur le long terme sont des problèmes qui ne sont pas liés forcément à cette crise-là, qui sont des problèmes davantage systémiques qui existaient avant la crise du Covid-19 et qui pourraient durer encore un moment, à moins qu'il y ait une réponse politique d'envergure.
Donc, en Afrique subsaharienne, les grands projets hydrauliques commencent maintenant à laisser la place à des projets éoliens et photovoltaïques. On le voit sur la figure, là. Et donc, pour ces projets-là, pour les projets éoliens et photovoltaïques, l'intérêt est vraiment croissant, mais ils peinent à se réaliser pour une diversité de raisons. Alors, en contexte post-Covid-19, les développeurs ont besoin de garanties de la part des gouvernements et d'autres organisations pour accélérer le développement des projets. Les risques de développement comprennent entre autres des risques liés aux acheteurs, les risques liés aussi aux droits fonciers et puis aussi les risques liés à des retards éventuels de développement. Alors, les gouvernements ont cherché à atténuer ces différents risques à travers, d'une part, des contrats d'achat d'électricité, mais il y a des possibilités de négociation rétroactive ou alors de conditions trop sévères dans ces contrats qui est susceptible de compromettre le développement des projets, et y compris après bouclage financier de ceux-ci. Donc, c'est pour ça que les projets ont besoin parfois de soutien ou de garantie, en tout cas, y compris après leur bouclage financier. Les gouvernements et d'autres acteurs internationaux cherchent à réduire l'ensemble de ces risques, par exemple en associant des droits fonciers à l'attribution des appels d'offres. Et puis, il y a d'autres exemples aussi. Par exemple, il y a eu une bourse de 82 millions d'euros qui a été récemment annoncée par l'Europe pour garantir le paiement de la production d'électricité pour réduire le risque lié aux acheteurs. Voilà. Et il est possible qu'il soit nécessaire de combiner ces différents types de mesures pour répondre aux inquiétudes des investisseurs, mais il faut encore en parallèle assurer des investissements nécessaires pour développer l'infrastructure du réseau afin que celui-ci soit en mesure de recevoir les nouvelles capacités installées. Par exemple, au Kenya, un grand projet de ferme éolienne de 100 MW a nécessité la construction d'une nouvelle ligne de transmission de 17 km. Et donc, il a fallu combiner simultanément, en parallèle, 2 projets de grande envergure. C'est ce qui pourrait être nécessaire dans différents cas. Alors maintenant, si on regarde plus par technologie, donc en se penchant sur le cas du photovoltaïque, en 2020, on voit que la croissance est tirée principalement par l'Afrique du Sud, avec la mise en service de projets attribués par appel d'offres, malgré des difficultés occasionnées par les restrictions et les fermetures liées à la crise. Et le Kenya et l'Éthiopie contribuent aussi à la croissance de la région cette année-là. Toutefois, donc, comme je l'ai dit, il y a encore des risques financiers, d'accès aux fonciers assez importants et qui entravent la croissance. Voilà, et le secteur privé cherche à diversifier son approvisionnement énergétique, à réduire ses coûts, et il commence du coup à participer aussi au développement du photovoltaïque, par exemple en Afrique du Sud. Alors dans notre scénario accéléré pour 2023-2025, on envisage une croissance du photovoltaïque beaucoup plus rapide, basée principalement sur l'hypothèse que le plan de ressources intégrées de l'Afrique du Sud serait mis en œuvre, et ce qui comprendrait des projets ambitieux. Enfin, le plan actuel comprend des objectifs ambitieux de développement du photovoltaïque, susceptibles d'accélérer la croissance. Alors, le photovoltaïque hors réseau est aussi une technologie particulièrement intéressante en Afrique. La moitié de la population subsaharienne actuellement n'a pas accès à l'électricité, et donc le photovoltaïque hors réseau constitue une solution vraiment prometteuse pour améliorer cet accès à l'électricité dans la région. Et dans nos scénarios, donc, on anticipe plus de 1 gigawatt de nouvelles capacités hors réseau développées au cours des 5 prochaines années, ce qui représenterait 20%, donc 1/5 du total des additions de photovoltaïque dans la région. Alors, ce développement se fait sous la forme de demandes de propositions supportées par les États pour des mini-réseaux, surtout pour des infrastructures essentielles. La baisse du coût du photovoltaïque permet aussi à des consommateurs individuels d'accéder à des systèmes résidentiels pour leur habitation. Et ce qui est très notable aussi avec la crise du Covid-19, la crise sanitaire, c'est que ça a renforcé l'intérêt pour les mini-réseaux, avec plusieurs plans de relance économique qui mettent l'accent sur les investissements en énergie renouvelable, sur des programmes pour permettre, mais aussi sur des programmes pour permettre l'électrification des infrastructures de santé et d'assainissement, et pour permettre du coup l'accès à l'électricité aussi à des populations qui sont actuellement mal desservies. Voilà. Et alors, donc maintenant au niveau de l'éolien, la puissance éolienne installée commence à croître dans la région subsaharienne, principalement grâce aux appels d'offres en Afrique du Sud encore, mais aussi grâce à des projets supportés par les gouvernements et des énergéticiens. Donc, j'ai parlé du projet de 100 MW au Kenya qui a été achevé en 2020, et aussi en Tanzanie un projet de 2,4 MW qui a été connecté. Et il y a des appels d'offres en Éthiopie et en Tanzanie qui peuvent contribuer à la croissance à moyen terme, donc en 2023-2025.
Il faut noter qu'il y a vraiment un potentiel éolien assez important dans la région, mais l'exploitation de ce potentiel va dépendre d'un certain nombre de la capacité à surmonter un certain nombre de défis et de risques, notamment au niveau de l'infrastructure du réseau, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors maintenant, je fais un petit tour aussi sur la géothermie. Alors ça, c'est la géothermie au niveau mondial, c'est pas seulement au niveau Afrique. Mais on voit qu'il y a quelques pays africains qui sont particulièrement bien positionnés sur les marchés de la géothermie. On voit donc que les leaders du marché de la géothermie au niveau mondial dans les années à venir vont rester l'Indonésie, la Turquie et le Kenya, qui étaient en tête et qui vont rester encore dans les années à venir. Alors les perturbations de la chaîne d'approvisionnement qui ont été causées par la crise ont entraîné un certain retard et une croissance un petit peu plus lente en 2020 que les années précédentes, mais ça devrait repartir à la hausse dans les années à venir, avec toujours le risque d'exploration qui est vraiment le frein principal au développement, qui est l'obstacle principal sur la plupart des marchés, et qui peut être surmonté par des soutiens ou des participations publiques à des activités d'exploration ou aussi par des projets des projets de caractérisation de la ressource et de création de bases de données qui permet d'accroître la connaissance de la ressource et de limiter le risque de développement des projets. On peut aussi penser à d'autres mécanismes de garantie en cas de fourrage infructueux, etc. Voilà, alors j'arrive au terme de la présentation et si maintenant il y a des questions, je serai tout à fait heureux d'essayer d'y répondre. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup François. Effectivement, on a déjà eu des premières questions qui ont été posées au fil de la présentation. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On peut peut-être répondre aux premières. Alors, une précision logistique tout d'abord. Cette session est enregistrée, elle sera diffusée sur la playlist YouTube sur laquelle les autres webinaires ont été mis. Et comme pour chaque session, vous aurez évidemment le lien de la présentation que vous pourrez télécharger. Alors, il y a une première question, François, de Célestin Cambou sur les kits solaires individuels qui font référence à ta diapo sur le solaire hors réseau. Donc, la question est-ce qu'ils sont bien pris en compte dans les statistiques? Peut-être si tu peux repréciser le périmètre, parce que tu as parlé de mini-réseau, est-ce que les kits solaires individuels résidentiels sont également inclus? Oui, alors on essaie d'avoir des estimations de ces marchés-là. Alors évidemment, c'est un petit peu compliqué d'avoir des estimations vraiment précises. C'est beaucoup plus difficile de tracer ce genre de marché beaucoup plus diffus et à une échelle beaucoup plus individuelle ou plus petite en tout cas. Donc, du coup, c'est des marchés qui sont beaucoup plus difficiles à tracer et sur lesquels on a du mal à avoir des statistiques vraiment précises. Hein. Contrairement à des grands projets pour lesquels il y a des annonces et des suivis de projets faits par des différents cabinets aussi, d'autres sur lesquels on peut se baser. Donc voilà, on les prend en compte dans la mesure des informations qu'on peut trouver, mais c'est vrai que la qualité de l'information peut être assez variable suivant les régions, les pays. Voilà, donc on fait notre possible pour intégrer ça dans les chiffres. Donc, normalement, c'est intégré dans les chiffres, mais voilà, on a une vue d'oiseau, une vue de haute altitude, on va dire, de ces données-là. Et du coup, voilà, ce sont des estimations à prendre pour des estimations. Effectivement, pour compléter un petit peu, François, il y a un défi à collecter les statistiques alors sur lequel votre équipe travaille. Et dans notre département, on a également beaucoup d'analyses sur l'accès à l'électricité. Donc, on cherche à mieux comprendre cela. De la part des acteurs qui vont distribuer des kits solaires domestiques, on a parfois des informations qui proviennent de l'association sectorielle qui s'appelle Gogla. Sur les mini-réseaux, il y a également quelques acteurs régionaux, notamment AMDA sur l'Afrique, mais on n'a pas encore une consolidation statistique qui soit vraiment exhaustive, ni des pratiques statistiques qui sont aussi rigoureuses que celles que l'on peut avoir dans d'autres types d'énergie, où voilà, du fait de la taille des projets ou du fait de on va dire, l'antériorité de ces technologies, il y a des process un peu plus établis pour collecter les données. Mais peut-être une réflexion sur cette question des systèmes PV hors réseau. Alors, on peut les regarder sous l'angle de la capacité, mais finalement, là, on parle aussi beaucoup d'accès à l'électricité et finalement de personnes qui aujourd'hui sont dépourvues
d'électricité à qui on va apporter les premiers services électriques. Donc, ce qui est peut-être important de garder en tête pour un système domestique, c'est qu'on va peut-être parler d'un système qui fait 10, 20, 50 watts. Donc, c'est évidemment rien quand on noie ça dans des données de capacité installée et qu'on le compare avec des infrastructures de plusieurs centaines de mégawatts, voire gigawatts. Mais en revanche, c'est ce système de 10, 50 watts, il va permettre d'apporter les premiers services énergétiques essentiels, une lumière de qualité, la recharge de téléphone portable, l'alimentation d'un ventilateur, d'une télévision. Donc finalement, on est sur des très petites unités en termes de production, mais qui sont disséminées sur une très vaste population et qui ont un impact important. Voilà, c'est un peu la nature du décentralisé. Donc voilà, je voulais juste faire ce point sur le hors réseau qu'il faut regarder, je pense, au-delà des chiffres de puissance cumulée. Alors, je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. N'hésitez pas vraiment à formuler les questions, que ce soit sur les tendances globales que François a présentées, que ce soit sur peut-être les diapositives qui ont été montrées sur d'autres régions ou sur l'Afrique. N'hésitez pas également à nous faire part de tendances dans vos pays respectifs. C'est vrai qu'on a à nouveau un enjeu de mieux couvrir l'Afrique dans nos analyses, de parvenir à avoir davantage de données sur ce qui se passe dans différentes régions africaines. On a parlé et en particulier avec les pays francophones qui sont aujourd'hui dans ce webinaire. On a parlé de géothermie. Il me semble que pour Djibouti également, il y a une ressource qui est importante et c'est un potentiel qui existe. On a parlé d'éolien avec des développements très forts en Afrique du Sud ou au Maghreb, mais il y a également un potentiel et des projets très intéressants en Mauritanie, au Sénégal et ailleurs. Donc n'hésitez pas à réagir, à contribuer aussi, à nous faire part des actualités dans vos pays respectifs. Et vous pouvez tout à fait prendre la parole pour ça, on peut vous donner la parole. Alors, pendant que les participants réfléchissent à d'autres questions, peut-être une pour toi, François, sur peut-être la méthodologie pour faire vos projections à cet horizon 3 à 5 ans. De quels paramètres vous tenez compte? Comment vous établissez un petit peu ces projections de court terme? Alors, on a un ensemble de pays sur lesquels on a une approche vraiment très détaillée, qui représente 80% à peu près de la capacité mondiale, je crois. Et du coup, donc, pour ces pays-là, on va vraiment aller chercher des données à la fois de marché, des données aussi des données nationales quand elles sont disponibles, de sources gouvernementales aussi. On les compare avec d'autres bases de données lorsque c'est possible. Et puis pour les années, donc ça c'est pour le court terme. Et pour les années à venir, on regarde quels sont les appels d'offres qui ont été soumis dans le passé, quel est le taux de réponse à ces appels d'offres, quels étaient les systèmes politiques de support politique qui étaient en place. On va aussi regarder est-ce qu'il y a des calendriers d'appels d'offres pour les différents pays qui sont déjà fixés à l'avance, pour quel montant de capacité installée. On va regarder quelles sont les évolutions prévues pour les différents supports. On va estimer comment on pense que ça va impacter le marché là. On prend en compte aussi l'évolution des prix des différentes technologies pour voir comment elles se comparent par rapport à d'autres technologies et si elles sont compétitives ou non, etc. On regarde on analyse donc quels sont les principaux obstacles, les principaux verrouillages au développement de certains marchés, et on regarde si une réponse politique est apportée par rapport à ces points concrets, à ces obstacles concrets, parce qu'il peut très bien aussi y avoir dans certains cas des politiques développées qui apportent un support, mais qui ne répondent pas forcément à l'obstacle principal sur le marché en question, et du coup qui permettrait pas forcément de faire accélérer le développement
des renouvelables dans cette région-là. Donc, on regarde vraiment si les réponses politiques apportées répondent bien aux enjeux régionaux spécifiques. Et puis, sur ces bases-là, du coup, on essaie d'estimer voilà, quelle va être la proportion de projets qui arrivera à maturité, qui répondra aussi à des critères de rentabilité financière, etc. Et donc, on estime au cas par cas, pour chaque pays, les prévisions de croissance pour le futur. Et puis, il y a d'autres régions dans lesquelles on ne peut pas rentrer dans le détail pour l'ensemble des pays pour des raisons de temps et de disponibilité d'analystes, mais pour lesquels on essaie d'avoir une approche un peu plus régionale, basée sur des statistiques un peu plus agrégées, et puis sur des évolutions de données macroéconomiques aussi, de contexte géopolitique, etc. Donc voilà, mais pour l'essentiel des capacités recensées dans nos prévisions, on va vraiment au cas par cas, pays par pays, à regarder l'architecture politique et le support politique en place, les conditions économiques, les conditions de rémunération des différents projets, vraiment contexte national par contexte national. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Et puis on voit que c'est effectivement une démarche qui est un petit peu différente de celle qu'on a pu présenter sur la modélisation de long terme. Et donc j'en profite pour répondre à une question qui peut être liée à cela. Et François, je te laisse peut-être regarder les autres questions pendant ce temps. On a une question de Hadi Mbouyi Kachatia qui demande quel serait le scénario idéal pour l'Afrique subsaharienne et quel rôle pour le solaire PV ou l'hydro et quel serait le rôle de la biomasse. Alors si je vous repartage à nouveau mon écran sur les projections de long terme que l'AIE a réalisées sur la zone Afrique subsaharienne, donc en mettant de côté l'Afrique du Sud pour essayer d'avoir une zone un peu plus homogène. Je ne pense pas qu'il y a il n'y a pas de scénario idéal. Dans l'exercice de modélisation, on bâtit différents scénarios en fonction d'hypothèses. Donc, le premier que vous voyez à l'écran, qu'on appelle le STEPS, c'est un scénario qui reflète les politiques annoncées, les tendances actuelles, et donc la direction dans laquelle on se dirige si les politiques et les politiques publiques énergétiques sont bien mises en œuvre, s'il n'y en a pas d'autres supplémentaires. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est, eh bien, il y a un driver qui est très important derrière, un déterminant qui est la croissance démographique en Afrique subsaharienne, qui va conduire à une augmentation de la demande en énergie. Donc, on a une augmentation de la biomasse qui est liée à cela. On a aussi un phénomène d'urbanisation qui va être très très fort en Afrique. On estime que dans les 20 prochaines années, il y a, je crois, à peu près 400 millions de personnes qui vont naître dans des villes ou bien qui vont se déplacer dans des villes. Donc c'est une urbanisation qui est 2 fois plus forte que ce que la Chine a connu entre les années 90 et les années 2000, donc les années de son boom. Donc ça va induire une demande en énergie très très forte et sur l'ensemble des énergies. Après, la question du scénario idéal, on peut y répondre en regardant quel serait notre scénario développement durable. Alors, ce n'est pas un scénario idéal, mais c'est un scénario dans lequel on a fixé pour objectif d'avoir un accès universel à l'électricité, un accès universel à la cuisson propre et d'avoir des impacts limités sur les émissions de gaz à effet de serre et sur les pollutions. Et donc là, c'est la barre tout en bas où vous voyez que la biomasse et l'usage traditionnel de biomasse a beaucoup diminué et ce n'est plus la première source du mix énergétique. Le pétrole augmente de manière importante pour répondre à des besoins de mobilité d'une population africaine plus nombreuse, plus urbaine, mais également il y a le transport des camions, il y a évidemment du transport maritime et aérien, donc un rôle du pétrole qui est amené à grandir. Et surtout les renouvelables, comme on le disait, qui seraient multipliés par 7 d'ici 2040 par rapport aux valeurs d'aujourd'hui pour répondre à une demande en électricité plus importante. Alors, il y a de l'électricité pour pour des ménages qui aujourd'hui ont déjà de l'électricité et qui vont avoir des équipements supplémentaires. Il y a de l'électricité pour des gens qui n'étaient pas connectés aujourd'hui et il y a aussi de l'électricité pour des usages productifs ou des services dans le domaine résidentiel.
Et dans cette part de renouvelable, l'énergie qui grossit, la technologie qui serait amenée à grandir le plus et le plus vite, c'est le solaire photovoltaïque, puisque dans ces projections, on estime que d'ici à 2050, il y aurait à peu près 6 gigawatts installés en moyenne chaque année entre 2025 et 2050. Donc c'est installé sur cette zone l'équivalent de la capacité totale du continent chaque année. Voilà pour les différents résultats possibles d'exercice de modélisation. Toujours, j'insiste sur le fait que voilà, on ne prédit pas le futur, on prend des hypothèses et on montre à quoi le futur pourrait ressembler selon ces hypothèses. D'autant plus qu'il y a toujours des choix politiques qui restent à faire et que le choix de l'orientation de mix énergétique vers une source d'énergie ou une autre est un choix qui est finalement politique puisqu'il affecte aussi les communautés au niveau local, là où se développent les projets. Donc, ce sont des choix collectifs derrière ça. Je vais peut-être aussi essayer de répondre. Il y a une question sur l'évolution des technologies solaires et le ratio de diminution annuelle des coûts de production. Alors, on voit que entre 2011 et 2019, le coût de l'électricité solaire a été divisé par 2. Je ne sais pas si Arnaud, si tu as un chiffre un peu plus exact au niveau mondial. Non, en fait, mais en gros, voilà, ça a été plus que divisé par 2 en moins de 10 ans. Alors, pour l'avenir, on s'attend à ce que les coûts de production continuent de diminuer, notamment par des améliorations de processus de production, une meilleure efficacité d'utilisation des matériaux extérieurs à la production et puis surtout d'énormes économies d'échelle dont on voit les effets aujourd'hui déjà. Et dans l'avenir, par contre, c'est assez difficile à prédire. On s'attend à ce que les prix continuent de baisser, mais il y a différents types de technologies en compétition, certaines qui sont peut-être plus propices à la réalisation d'économies d'échelle. Et donc voilà, ça va dépendre de l'émergence des types de technologies qui peuvent prendre peut-être le relais sur les technologies monocristallines, silicone à l'heure actuelle, par exemple, avec le développement de technologies type perovskite, ou bien peut-être si des avancées notables sont faites au niveau du photovoltaïque en couche mince, on peut envisager une réduction, une forme de saut technologique avec peut-être des réductions encore substantielles de coûts dans les années à venir, mais c'est très difficile à estimer pour l'avenir, puisque ça va dépendre des innovations technologiques qui, elles, sont pas facilement prévisibles. Peut-être pour ajouter un point là-dessus, sur une analyse qu'on avait partagée lors du webinaire de janvier, quand on regarde le coût des technologies, il y a évidemment le coût des technologies elles-mêmes, mais c'est aussi intéressant de regarder dans son ensemble le coût des projets. Et lors du dernier rapport World Energy Outlook de l'AIE, on s'est penché sur le coût du capital et le coût d'emprunt des pays. Et ce qu'on a observé pour un certain nombre de pays africains, c'est que dans l'année 2020, les notes des investisseurs et donc le risque de souveraineté fixé par les investisseurs avait été dégradé pour un certain nombre de pays africains. Donc on sait que emprunter de l'argent, c'est déjà très cher en Afrique. En 2020, la situation s'est empirée, alors même que dans d'autres régions du monde, comme les États-Unis ou comme l'Europe, les taux d'intérêt directeurs, eux, ont diminué. Et très concrètement, on estimait que cette augmentation du coût du capital, elle fait qu'à l'échelle d'un projet solaire, le LCOI, donc la valeur nivelée de l'électricité pour un projet solaire, en fait, on voyait qu'un an et demi de gain de coûts technologiques était perdu du fait de l'augmentation sur la première moitié de l'année 2020 du coût du capital. Donc voilà, les technologies sont de moins en moins onéreuses et le solaire, comme François vient de le préciser, a vu des coûts diminuer. Mais malheureusement, on a un problème aussi d'accès au financement bon marché en Afrique et donc une importance à ce que les acteurs financiers garantissent les conditions d'accès à un capital bon marché pour répandre au plus vite ces technologies. Avec des supports qui peuvent venir des fois d'agences de développement, de grandes institutions sur le développement qui peuvent permettre d'accéder à des financements à coût un peu moindre et donc
de favoriser le développement de certains systèmes de petite taille aussi, des entités de plus petite taille. Il y a une question aussi sur l'Afrique subsaharienne déborde d'une grande capacité d'énergie solaire, n'a-t-elle pas intérêt à se spécialiser? Alors, je précise aussi que le mix énergétique est un tout et que la courbe de production de l'énergie solaire, qui est une énergie qu'on dit variable, non pilotable, on va dire, à certaines spécificités, c'est-à-dire que pour réussir à la faire coller à la demande, sur un équilibre offre-demande aussi, il est intéressant d'avoir différentes sources d'énergie afin de pouvoir avoir une forme de lissage de la courbe aussi et de pouvoir avoir certains stockages, notamment avec l'énergie hydraulique, etc., qui permet d'apporter une forme de stockage et de stabilité du réseau. Donc, pour des questions de stabilité du réseau et de flexibilité, il est intéressant d'avoir un mix énergétique diversifié dans une certaine mesure. Donc, on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier et tout miser sur le solaire, bien que, en effet, le potentiel solaire est absolument considérable en Afrique subsaharienne et que le solaire peut remplir un rôle absolument considérable dans les scénarios futurs. Et effectivement, quand on regarde les chiffres aujourd'hui, à l'échelle du continent, on a, je pense de mémoire, à peu près moins de 7 gigawatts de puissance solaire installée. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. Vous conviendrez que l'Afrique est un petit peu plus grande et plus ensoleillée que ces pays, donc le potentiel est énorme, sachant voilà, que, comme le disait François, qu'il y a besoin d'un mix diversifié, notamment pour intégrer la variabilité du solaire, mais que l'Afrique a également un potentiel renouvelable très diversifié. En Afrique centrale, on pense évidemment au potentiel hydroélectrique et au fait que l'hydroélectricité a déjà un rôle très important. Mais comme le disait François, en Afrique de l'Est, il y a un potentiel géothermique très important. Donc, l'hydroélectricité et la géothermie, enfin, tu me corriges François hein, si je me trompe, mais sont des énergies renouvelables qui, elles, sont relativement pilotables et donc qui peuvent permettre d'avoir un mix qui s'intègre bien avec d'autres énergies elles, plus intermittentes comme le solaire ou comme l'éolien. Une question sur le stockage, François, je ne sais pas si vous regardez un petit peu les tendances là-dessus. Alors, on regarde les tendances, d'autant plus dans le cadre d'un focus qu'on fait cette année sur le développement de l'énergie hydraulique. On fait une étude spécialisée sur les développements au niveau mondial de l'énergie hydraulique. Alors, je n'ai pas de données à vous montrer à l'heure actuelle dans cette présentation, malheureusement. Mais du coup, voilà, on s'intéresse comme on s'intéresse à l'énergie hydraulique, et l'un des atouts majeurs de l'énergie hydraulique, c'est la capacité de stockage qu'elle apporte au réseau. Du coup, on la compare avec d'autres formes de stockage et aux grandes tendances de développement du stockage de l'électricité. Voilà, donc au niveau du stockage, je ne sais pas, Arnaud, si tu as des éléments à apporter. Non, je n'ai pas non plus de chiffres en tête. Je voyais des études qui notamment parlaient du couplage sur des sites, sur des barrages hydroélectriques, de pouvoir installer du solaire flottant, qui est aussi une technologie qui est de moins en moins onéreuse et qui bénéficie du fait qu'on est déjà connecté au réseau, puisque le barrage est là, donc il y a déjà l'infrastructure pour intégrer cette production électrique supplémentaire. Si en plus il y a des avantages de réduction de l'évaporation, du fait de mettre une couverture sur le lac d'amont du barrage et potentiellement la possibilité de la journée actionner du pompage pour remonter de l'eau qui donc sera utilisée la nuit. Voilà, j'ai l'impression que ce sont des bouquets, des assemblages de technologies qui sont très prometteurs et qu'en Afrique également, il y a un potentiel. D'autant plus que sur le solaire flottant, le réservoir permet un refroidissement aussi des panneaux solaires et augmente leur efficacité de production. Donc, ce sont des synergies assez intéressantes, même si en termes de superficie totale, ça représente quand même une part relativement limitée. Juste pour le stockage, quand même, pour redonner les ordres alors, j'aimerais avoir un ordre de grandeur un peu plus précis, mais voilà, dans l'idée, en gros, c'est à l'heure actuelle, l'énergie hydraulique est de très loin, vraiment de très loin, le stockage d'énergie le principal sur le réseau électrique par rapport à ce que l'on fait en termes de… Enfin, en renouvelable, je veux dire.
mais par rapport à ce qui se fait en termes de batteries pour le stockage de l'électricité, les batteries représentent une part infime de la capacité de stockage installée en hydraulique à l'heure actuelle. Alors, je vois qu'il y a une question aussi sur pourquoi nous ne tenons pas compte de l'hydrogène liquide comme réserve énergétique du futur. C'est bien l'énergie propre, non? Alors oui, en effet, si l'hydrogène est produit à base d'électricité renouvelable, on peut considérer que l'hydrogène est bien un vecteur énergétique propre. Par contre, notre horizon temporel de prévision, nous, ça arrête, c'est un horizon à 5 ans. Donc, pour notre rapport de 2020, on était jusqu'en 2025. Or, le développement de l'hydrogène vert, les principaux projets ont des échéances assez, un peu plus loin. Donc, on s'attend à un développement plutôt aux alentours de, alors corrige-moi Arnaud si je dis une bêtise, mais plutôt aux alentours de 2030 pour une émergence de grands projets d'hydrogène vert. En tout cas, il n'y a pas de. D'ici 2025, à l'échéance 2025, on n'a pas de développement significatif, en tout cas de l'hydrogène vert dans nos prévisions. Oui, c'est effectivement des sujets qu'on regarde plus sous un angle moyen-long terme, et c'est un sujet qu'on va traiter de plus en plus. Il y aura un rapport annuel produit par l'AIE sur l'évolution des marchés de l'hydrogène et des technologies. Je vois qu'on a passé l'heure. Peut-être pour répondre très rapidement à des questions pratiques, question de Madame de Jovine du Rwanda, qui est plutôt une question technique sur comment collecter les données, notamment liées à l'installation solaire chez les particuliers. Donc, on aura également un cours détaillé modélisation et statistique avec le Rwanda qui sera un peu plus tard cette année. Donc, on pourra traiter plus en détail ce point. Donc, je vous invite à patienter un petit peu, qu'on traite cela dans le cours avec le Rwanda. Une question sur les périmètres. L'AIE analyse les tendances sur l'ensemble du monde. Parfois, on montre des analyses à l'échelle globale, parfois à l'échelle régionale. Dans le cas de l'Afrique, on a l'habitude parfois de séparer. On peut montrer l'Afrique en totalité, isoler l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, et montrer de ce fait l'Afrique subsaharienne sans l'Afrique du Sud, mais on peut tout réagréger. Moi, je trouve que l'Afrique subsaharienne, excluant l'Afrique du Sud, permet d'avoir une certaine cohérence. Et donc offre un bon périmètre d'analyse, mais on a beaucoup d'autres données disponibles si ça vous intéresse. Et enfin, des questions sur les supports et les statistiques. Donc, le rapport renouvelable 2020 que tu as présenté, François, est disponible sur le site web. Je pense qu'à partir du site web, on peut aussi télécharger un certain nombre de données, notamment celles qui sont derrière les graphes que vous voyez sur le site. Tout à fait, il y a d'ailleurs un lien au début du rapport vers un système de graphes interactifs dans lequel vous pouvez choisir la région que vous voulez voir, le type la source d'énergie que vous voulez regarder et les prévisions pour chaque région et chaque source. Donc, vous avez accès à toute une interface interactive où vous pourrez explorer vous-même le jeu de données qui est utilisé dans ce rapport. Je vous remercie pour vos questions. J'ai l'impression qu'on a traité la majorité. On est à court de temps, donc on pourra peut-être revenir vers vous par écrit sur les questions qu'il reste. Merci donc de votre participation, de votre intérêt pour ce webinaire, de vos questions. On se donne rendez-vous dans un mois, donc le premier jeudi du mois d'avril, qui sera le 1er avril, pour une session sur les marchés du pétrole, avec des données qui seront extrêmement actuelles, puisque le rapport de l'AIE 2021 des marchés du pétrole viendra d'être publié. François, un immense merci pour ton temps, et merci d'avoir partagé ces analyses et ton expertise sur ces sujets. Merci, c'était un plaisir de pouvoir partager ces informations. Merci pour votre attention et pour votre curiosité sur ces sujets. Bien, merci à tous, bonne journée.